Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Hop. On a un gros bug au niveau d'Instagram, hein. J'arrive pas à le remonter. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs. Exactement, s'il vous plaît. Hop, je vais désactiver d'ailleurs les commentaires, comme ça, on va être tranquille. Donc, en attendant que Tariq Ramadan soit parmi nous, on va traiter un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Il y a beaucoup de pertes chez les soldats d'occupation israélienne. Il y a pas mal de vidéos qui ne sont pas encore partagées, qu'on hésite à partager sur ces conflits. Hop, alors je regarde juste. Voilà. À un moment, j'ai accepté. Salam alaikum, monsieur Ramadan. Walaikum salam. Alors, Voilà, hop, j'ajoute un petit vous peu de voyez. son. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis coupé là ou ça va? Non, là, c'est très bien. D'accord, très bien. Et vous m'entendez bien? Je vais juste mettre les commentaires pour vérifier que tout le monde entend. Voilà, là, c'est parfait. Ah, comme ça, c'est bien. Là, Nickel. vous m'entendez bien. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que vous pouvez juste nous mettre en commentaire si vous nous entendez, s'il vous plaît? Alors, on attend 30 secondes. Tac, tac. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Tout est OK? Super, on entend. Alors, on va désactiver les commentaires. Alors, merci beaucoup, monsieur Ramanda, d'être parmi nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de l'origine de ce conflit entre la Palestine et Israël? Il y a un bug. Ça bug. Est-ce que vous m'entendez? Parce que du coup, moi, je vois plus du tout monsieur Ramadan. Je sais pas ce qui se passe. Alors, monsieur Ramadan, on vous voit plus du tout. On vous entend pas non plus. Alors, hop, hop. Décidément, c'est pas le live le plus facile. Voilà. Là, vous m'entendez? On entend très bien. Il y a un petit bug, il y a un peu de latence, mais ça va. Bien. C'est pas pour vous étonner que ce soit difficile. Donc on va reprendre. Encore merci d'être parmi nous. Merci beaucoup, c'est un honneur. Est-ce qu'on peut commencer rapidement sur nous rappeler un petit peu l'origine de ce conflit, qu'on puisse, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui pensent que ce conflit date du 7 octobre? Bien, merci de votre invitation. Simplement, ce qu'on peut rappeler, alors on ne va pas refaire toute l'histoire, et pour celles et ceux qui aimeraient avoir toute l'histoire, il y a un grand nombre de livres qui ont été publiés sur cela. Simplement, il faut se souvenir que tout commence à la fin du 19e siècle avec le projet sioniste de Theodor Herzl, qui n'est pas un religieux et qui veut fonder un foyer juif ou une nation juive, ou réunir tous les juifs en une nation. Et puis ensuite, finalement, avec la collaboration des Anglais, la déclaration Balfour en 1917, dont il faut savoir d'ailleurs que Balfour est un antisémite caractérisé, et donc il est tout content de pouvoir utiliser la terre dont ils sont les colons en Palestine pour pouvoir y mettre un peuple et puis pour pouvoir, de ce point de vue, commencer un processus d'éloignement. Ensuite, il y a
effectivement un long travail d'installation, de colonisation. Et là, Ilan Pappé, dans son livre qui s'appelle La purification ethnique, établit pendant les années 30, les années 40, comment peu à peu, sous l'autorité de Ben Gourion, les sionistes vont s'établir. Et c'est Ben Gourion lui-même, fondateur de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, qui dira: si j'étais un leader musulman, eh bien, je résisterais à ce que l'on fait parce qu'on leur vole leur terre. C'est-à-dire que le colon Ben Gourion sait ce qu'il fait, et c'est effectivement un nettoyage ethnique systématique, village après village, de façon assez grave et assez odieuse, puisque des exterminations sommaires, les exécutions sommaires sont nombreuses, les déplacements de population sont perpétuels jusqu'à ce qu'on libère la terre et qu'on dise après coup que c'était une terre sans peuple et qu'elle a accueilli un peuple sans terre, ce qui est un mensonge historique. Et il faut se rappeler que cette période-là, on est encore sous les périodes coloniales, c'est-à-dire on va de la fin du 19e siècle jusqu'en 1945 pour le début des premières décolonisations. Et là, on a la création de l'État d'Israël en 48. Et depuis, effectivement, eh bien, on a un travail qui est une expropriation des terres. Alors parfois en expulsant les gens, parfois en les poussant à vendre, parfois en faisant en sorte que les populations soient déplacées, les hommes tués, voire déplacés dans des camps de réfugiés qu'on retrouvera en Jordanie, qu'on retrouve au Liban aujourd'hui, qu'on retrouve, et puis des gens qui vont finalement s'exiler partout dans le monde, puisqu'on trouve des Palestiniens partout dans le monde. Et on peut dire que depuis cette période-là, 48, eh bien, les résolutions successives des Nations Unies ne sont pas respectées. On en compte plus d'une cinquantaine, en fait, à partir de 1947-48, les résolutions des Nations Unies qui disent et qui établissent le droit international sont systématiquement et de façon caractérisée non respectées, que ce soit des condamnations des actions politiques ou des actions militaires d'Israël, ou que ce soit des résolutions qui leur demandent, par exemple, avec la résolution qui est connue de 142 du respect des territoires occupés, du retrait, elle ne sera pas de ce point de vue respectée. On a un certain nombre de résolutions comme celle-ci. Par exemple, la 252 aussi, l'expropriation des terres, elle est connue aussi, ce qui se continue d'ailleurs, parce que là, on est en train de nous dire: ah, mais vous savez, de toute façon, tout ceci, c'est une guerre, alors vous mettez guillemets, entre Israël et Hamas, c'est-à-dire qu'on veut dire que c'est que à Gaza, à l'heure où on parle de Gaza, aujourd'hui en Cisjordanie, l'expropriation des terres pour lesquelles la résolution 252 et qui date déjà celle-ci des années 50 était déjà présente, eh bien on continue. C'est comme si elle n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, on va encore vers une étape encore plus loin, parce que même la reconnaissance d'un crime contre l'humanité, de la non-convention, des conventions, du non-respect des conventions de Genève, du fait de couper l'électricité, l'eau, les soins à la population civile, et puis finalement, comme il nous a été dit hier, de viser soi-disant un terroriste, et que l'on sait qu'il y a tout autour, comme un journaliste de CNN, dont on ne peut pas dire qu'on ne peut pas soupçonner l'idée qu'il pourrait être absolument anti-israélien, pose la question à un militaire, il dit: mais vous saviez qu'en visant ce soi-disant terroriste, est-ce que d'ailleurs vous l'avez tué? Il n'a même pas pu répondre. Il dit: mais vous saviez qu'il y avait des civils que l'on tuait? Et lui, il lui dit: oui, mais la guerre, c'est la guerre. Donc, à partir d'un certain moment, on s'aperçoit ici que depuis la création, sur la longue période historique, il faut de ce point de vue se rendre compte que les gouvernements israéliens successifs, parce qu'il faut se rendre compte que même ceux qu'on nous a vendus comme étant les plus modérés des modérés, parce qu'aujourd'hui on nous présente Netanyahou comme un extrémiste, mais il y a plus extrémistes que lui, et puis il y avait des plus modérés soi-disant, mais qui étaient tout autant extrémistes. Souvenez-vous, quand en 1979, puis ensuite en 1987, 88, eh bien, il y a une résolution des Nations Unies qui est de condamner Israël pour l'usage excessif de la force. Et qui est à la tête? Eh bien, c'est Yitzhak Rabin, celui qui va être
le porteur du processus de paix. Mais cet homme-là, il a demandé aux militaires israéliens de casser les membres et les os des jeunes qui tiraient des pierres avec les pierres avec lesquelles ils se défendaient en face de militaires. C'est lui qui plus tard recevra le prix de Nobel de la paix, sans oublier d'ailleurs que Menachem Begin, qui a aussi reçu le prix Nobel de la paix avec Nasser, eh bien lui et Carter en l'occurrence, quand ils ont fait le processus de paix, eh bien Menachem Begin, c'est un agent dans les années 40 de l'Irgun, c'est-à-dire de ceux qui sont considérés et qui ont été considérés comme des terroristes. Donc ce jeu de mots avec le terrorisme aujourd'hui, ça fait longtemps que l'on connaît, que l'on sait qu'il fait aussi partie de la création de l'histoire de l'État d'Israël. Et moi, ça m'a juste un dernier mot, je suis désolé, je prends un tout petit peu de temps, mais cette partie historique, de façon synthétique, elle exige un tout petit peu de réflexion. Quand on nous dit aujourd'hui que ça a commencé le 7 octobre, eh bien, c'est effectivement mentir sur la réalité de l'histoire, puisque je viens d'en faire la synthèse maintenant, mais de façon encore plus récente, ce que disaient les Palestiniens, et non pas simplement Hamas, c'était de relever qu'on tuait des civils, que des colons continuaient l'expansion, contre les résolutions dont je viens de vous parler, hein. Donc on ne respecte pas les conventions. Que non seulement on ne respecte pas les conventions et que les colons continuent à voler la terre, mais qu'ils sont aidés par les forces armées. C'est-à-dire que l'État met à son service les forces armées pour exproprier des terres par des colons armés et aucun de ces trois étages de l'autorité ne respecte les résolutions internationales ou les résolutions de l'ONU. Donc ça, c'était juste avant. Et puis on va également à Masjid el-Aqsa, sur l'esplanade des mosquées, et on va, de ce point de vue, entrer dans la mosquée avec des chaussures, ne pas respecter les lieux saints, cracher devant des églises, cracher sur des représentants religieux chrétiens, palestiniens chrétiens. Et tout ça se passait juste avant, c'est-à-dire expropriation des terres, exécution sommaire, et puis emprisonnement. Alors, il faut dire une chose aussi sur l'emprisonnement, parce que aujourd'hui, on nous dit et encore une fois, notre position doit être claire historiquement. Moi, elle l'est depuis le début. Ça fait 20 ans que je répète, on ne tire pas sur des civils, on ne tire pas sur des enfants, on ne justifie pas la mort de civils, qu'ils soient israéliens ou qu'ils soient palestiniens. Ça ne se justifie pas moralement. Et ceci, c'est une position d'éthique de la guerre qu'il faut avoir et qu'il faut avoir pour tous de façon absolument cohérente et sans considération. Ce qu'il faut dire de ce point de vue, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment, quand il y a aujourd'hui de l'armée qui prend des civils palestiniens, qui va permettre à des colons d'exproprier et les terres et les demeures, qui fait sauter des maisons et qui prend, quand il y a une situation de conflit, qui prend la famille, c'est-à-dire qu'ils prennent les enfants et qui prennent les femmes et qui parfois prennent les jeunes enfants et qui les mettent en prison. Et puis on dit ils sont prisonniers. Mais en fait, dans la réalité, si vous y réfléchissez, c'est une prise d'otage en fait. Ils prennent en otage des gens de la famille pour essayer d'annihiler la résistance de celui qui est un soldat. C'est-à-dire qu'en fait, quand aujourd'hui on dit d'un côté il y a des prisonniers et puis le 7 octobre ils ont pris des otages, la politique israélienne depuis des décennies fait ceci. On parle de prisonniers parce que c'est un État, mais la stratégie est exactement la même, c'est-à-dire de prendre des personnes qui n'ont rien à voir avec le conflit, qui ne sont pas des militaires, qui sont des civils, et puis on les met en prison, on les prend en otage. Et donc, on les prend en otage pour faire en sorte que les militaires ou que la résistance armée palestinienne soient empêchés de pouvoir aller jusqu'au bout, puisqu'on prend leur famille. Donc, vous voyez, il y a un jeu de ce point de vue qu'il faut absolument mettre en perspective. D'ailleurs, on en parle aussi pas mal via nos informations sur les personnes qui sont arrêtées en Cisjordanie et Jérusalem-Est, qui sont fouillées, leurs téléphones sont fouillés et sont emprisonnés. C'était juste pour relater un petit peu ces propos. Et Tout à ensuite, fait. est-ce qu'on pourrait parler aussi de l'impuissance? Tout le monde se pose la question, comment ça se fait qu'on est dans une position où c'est vrai qu'on a un conflit quand même qui est
quand même qui concerne les Arabes et il n'y a aucun pays arabe qui n'intervient. Ben, écoutez, ça aussi, encore une fois, là, vous savez, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais c'est à fréquence régulière. Vous savez, ça s'est passé en 2009, ça s'est passé en 1989, ça s'est passé en 1988, ça s'est passé. On a des étapes comme ceci. Et chaque fois qu'on a une crise, mais celle-ci, elle est particulièrement grossissante, si vous voulez, c'est un prisme grossissant. Chaque fois qu'on a eu ceci, qu'est-ce que ça a révélé? Ça a révélé deux choses. La première des choses, disons trois en fait. La première des choses, c'est que en fait, le gouvernement israélien ou l'État israélien avec ses gouvernements ici, et encore une fois, je le répète, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit à l'extrême droite de l'extrême droite, avec ceux qui sont les, euh, les religieux absolument extrémistes, c'est-à-dire qui considèrent à la lecture de leurs textes, qui considèrent dans l'interprétation talmudique qu'en fait les descendants d'Ismaël sont les ennemis à vie des Juifs et qu'ils sont l'expression du mal. Il faut quand même se rendre compte de ça, parce que nous, on nous dit à nous, vous avez dans le Coran des propos et des interprétations qui sont, ou même des textes qui sont antisémites. Et on a même entendu un soi-disant philosophe, qui est un philosophe approximatif sur tout ce qu'il touche à peu près comme on ferait, dire eh ben dans le Coran il y a des propos antisémites. Non, non, il faut les textes religieux demandent un peu de savoir et un peu de science, c'est-à-dire qu'ils contextualisent au moment où il y a des tribus qui ont attaqué les musulmans et qu'on parle de ces tribus, les communautés ou la communauté musulmane de Médine protège des tribus juives avec un accord de protection et de protection armée. Donc, ce n'est pas du tout de l'antisémitisme, c'est à un moment donné l'expression d'une perception qui ne dit pas que les juifs, dans leur essence, sont mauvais. Donc, déjà, ce que l'on a de ce point de vue, c'est de comprendre que cette position israélienne, avec ses gouvernements successifs, n'a peur de rien en fait. En fait, il faut prendre au mot ce que Sharon disait, ce que Yitzhak Rabin comprenait et ce qu'aujourd'hui Netanyahou dit, c'est-à-dire on fait ce qu'on a à faire et le monde suivra. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a, et quand le monde suivra, ça veut dire quoi dans leur esprit? Dans leur esprit, c'est les deux entités qui sont puissantes aujourd'hui, à savoir les États-Unis et l'Europe. Et si vous voulez, la loupe grossissante que nous avons aujourd'hui met en évidence que les États-Unis et l'Europe suivent, mais sans aucun rapport critique à la réalité, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que même les médias, même les journalistes, même un grand nombre d'intellectuels visibles sont tous sur la même ligne. Ils font partie de ce qu'on appelle, alors maintenant j'ai appris ce mot parce que la Hasbara, mais qui est en fait la propagande israélienne avec ses relais. Et ces relais, c'est des intellectuels, c'est des politiques, c'est des associations qui sont établies en France. Vous avez le CRI, vous avez l'AIPAC aux États-Unis, tout ça on le connaît, tout ça on le sait. Mais qu'est-ce que vient révéler de façon encore plus importante aujourd'hui ce qui se passe sous nos yeux? C'est que c'est sidérant quand même. C'est-à-dire, c'est sidérant. On est en train d'attendre en tonnage le même tonnage de bombes entre Gaza et Hiroshima. Et on voit des enfants, on voit des femmes, on voit des hommes, on voit des civils, on voit des écoles, des refuges, des hôpitaux bombardés et le monde paraît tétanisé. Et tout le monde a peur de s'exprimer. Donc déjà, c'est par rapport à l'Occident. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer par établir l'équation occidentale? Parce que si vous établissez l'équation occidentale, vous comprenez ce qui se passe avec le monde majoritairement, les sociétés majoritairement musulmanes et le monde arabe. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces États-là, d'abord, il faut le dire, historiquement, et depuis 1948, pas simplement maintenant, 1948, 1955, 1967, 1973, jusqu'à aujourd'hui, vous avez regardé toutes les dates, 1987, 1989, 2006, jusqu'à maintenant, tous ces éléments-là, on voit, que voit-on? On voit en fait que ces États-là, quand il y a eu crise,
ont toujours été pieds et poings liés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont totalement tenus par les États-Unis, tenus par l'Union européenne, et en particulier les États-Unis, c'est-à-dire que, en fait, les États du Golfe, comment est-ce qu'ils ont été constitués historiquement? Parce que reprenons la fin de l'Empire ottoman, puis ensuite ce qu'ont fait les Anglais, puis ensuite ce qu'ont fait les Américains avec les Français, jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ces espèces de petits États, ils doivent leur survie, ceux qui sont à la tête de ces États ultra riches, qu'en fait, à la protection américaine. La protection américaine qui s'exprime par deux choses, c'est-à-dire les services de renseignement, la protection interne, et puis les camps militaires, la plus grande base au Qatar, la deuxième plus grande base en Arabie saoudite, et puis tous ces États-là, qui sont des États corrompus, qui n'ont rien d'une démocratie, que si vous utilisiez les termes utilisés en Occident pour parler d'islam politique, ce seraient les premiers à les définir comme tels, parce que l'Arabie saoudite parle du refus de la démocratie au nom de l'islam et d'être un État islamique, donc ce serait le premier à devoir être considéré comme l'islam politique. Mais cet islam politique-là ne nous dérange pas, puisque économiquement, il est totalement libéral et au service de l'économie mondiale et des intérêts géostratégiques américains dans la région. Donc, il y a un islamisme qui nous va, même s'il est littéraliste, même s'il est fermé, même s'il est obtus, il nous va, puisqu'économiquement, il est très large et politiquement, il est corrompu. Donc ça nous va. Donc on a cette réalité-là par rapport à ces États-là. Ils sont pieds et poings liés. La même chose pour les États arabes, c'est-à-dire que vous regardez l'État qui aurait pu, et le gouvernement qui aurait pu faire quelque chose, eh bien, en Égypte, eh bien, regardez la position de Sisi. Sisi, il a reçu le soutien de son coup d'État par les États-Unis. Il a été protégé par l'Europe. C'est un dictateur à qui on va donner la Légion d'honneur alors que l'on sait ce qu'il a fait à toute son opposition. Et puis ensuite, on dira oui, mais son opposition, c'était les frères musulmans. Il faut nous dire maintenant ce pourquoi vous êtes. Vous êtes pour que les démocraties élisent ceux que vous voulez, ou que le peuple élise ceux qu'ils décident, ceux dont ils ont à qui il donne un mandat. Il faut nous dire un tout petit peu, parce que cette géométrie variable dans l'expression de la démocratie, parce que en fait, quand à Gaza, ils élisent Hamas, ils se trompent, on punit toute la population, mais quand en Israël, ils élisent un menteur, un corrompu et un homme qui est un sanguinaire, finalement, aujourd'hui, puisque l'on voit avec son comité ce qu'ils sont capables de faire à Gaza, on ne dit rien. On ne punit pas la population, on reconnaît simplement que il y a quelques excès dans son comportement. Donc comprenons que le monde arabe aujourd'hui, il est lié et que d'une certaine façon, si on agrandit l'angle de vue au-delà des pays arabes, aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien attendre de la Libye, qui est à feu à sang, l'Irak est dans la division, la Syrie, elle ne peut pas réagir. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que tout le processus de ce qu'on a appelé le fameux printemps arabe, liberté des peuples, est un processus qui a affaibli toute la région. Et qu'aujourd'hui, même à distance, vous avez la Turquie qui parle fort mais qui ne peut rien faire. Vous avez l'Iran qui est un tout petit peu coincé parce que finalement, est-ce qu'ils peuvent y aller de cette façon-là? La même chose avec le Liban, très très affaibli à l'intérieur. Pardon, très très affaibli à l'intérieur et qui, s'il entrait dans ce qu'il peut considérer comme un piège aussi, pourrait en subir des conséquences qui pourraient être une victoire à court terme et une défaite à long terme. Donc la situation elle est extrêmement complexe parce qu'on s'aperçoit que géostratégiquement et régionalement, le processus d'affaiblissement de toutes les entités et les nations arabes a fait que vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, vous savez, quand moi je disais en 2012, je disais le conflit en Syrie va durer parce que et la Russie et les États-Unis se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Et puis beaucoup de gens me disaient, mais non, regardez, on est maintenant pratiquement 11 ans plus tard. Le conflit continue, mais quel est le gain? Le gain, il est de deux choses. C'est-à-dire que, un, il y a un conflit d'intensité régionale, on continue à leur vendre des armes, on continue à les faire s'entretuer, mais sur le plan de la géostratégie régionale, on a affaibli on a affaibli les gouvernements, on a affaibli les autorités. Ce sont des autorités de briques et de broc qui n'ont absolument pas de pouvoir d'intervention régionale. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut soutenir les Palestiniens. Mais, Donc il y a véritablement régionalement quelque chose dont il faut faire une analyse un peu plus profonde. l'Iran,
Là, on a une annonce de Hassan Nasrallah, dirigeant et porte-parole, enfin, c'est le dirigeant du Hezbollah, qui dit vendredi tenir un discours clair sur la situation. On a l'Iran aussi qui menace de rentrer dans le conflit suite à une preuve formelle et physique de la présence de militaires américains et occidentaux. Euh, Est-ce que le discours de Hassan Nasrallah pourrait être une intervention du Liban? J'ai des doutes, j'ai des doutes. Maintenant, effectivement, j'ai lu comme vous ceci, c'est-à-dire qu'il a annoncé que s'il ne faisait pas, il n'intervenait pas, qu'il ne mettait pas un cessez, qu'il ne mettait pas un terme à l'agression avant son intervention vendredi après-midi, il se pourrait qu'il y ait une entrée en matière, que l'Iran, de ce point de vue, est également dans une situation où ils veulent considérer. Aujourd'hui, on sait, je veux dire que il y a un soutien américain logistique, il y a même, paraît-il, aujourd'hui, et ça a été confirmé par deux ou trois sources qui sont des sources qui ne sont pas de même parti, d'une certaine façon, qu'un certain nombre de bombes qui ont été utilisées sont d'origine américaine, dont une qui a été particulièrement importante dans les dégâts du refuge. Euh, Ça, encore une fois, trois sources ne disent pas la véracité de cette information, mais de toute façon, les Américains sont dedans, ils sont dedans. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se mente maintenant, parce que la guerre, ce n'est pas simplement les armes que l'on vend, c'est le discours que l'on tient, c'est la propagande que l'on diffuse, c'est le soutien que l'on manifeste, c'est tout ça, la guerre. La guerre, c'est pas je te donne des armes, j'y suis, non, non, c'est tout ceci. Ben, je veux dire, Donc on peut encore une fois, dire que la France aussi, pardon. on peut dire aussi que la France fait partie du conflit directement face à toute cette Attendez, je veux dire, propagande. mais alors, en termes de discours, en termes de couverture médiatique, enfin, bien entendu, parce que d'une certaine façon, c'est un soutien. Quand vous allez en Israël et quand vous êtes aux Nations Unies et que vous ne demandez pas un cessez-le-feu, c'est-à-dire, vous dites quoi en fait? Vous êtes l'allié objectif de la continuation d'un génocide sur le plan du terrain. C'est ça que la réalité. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, les États-Unis sont impliqués. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Je veux dire, en Ukraine, je veux dire, on a le discours inversé, c'est-à-dire que tout ce qui est dit sur la Russie est dit aujourd'hui sur les victimes, à savoir les Palestiniens, et tout ce qui est dit sur Israël a été dit sur l'Ukraine. Et que, encore une fois, les Américains ont vendu des milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ils ont soutenu à distance en donnant des armes et tout ceci, c'est-à-dire qu'on est exactement dans le même processus. Et là, cette fois-ci, c'est les États-Unis qui ont poussé l'Europe à suivre. Pour Israël, c'est différent puisque de toute façon, les gouvernements israéliens savent que ils ne sont pas ils ne vont pas être atteints par le discours politique. Parce que, encore une fois, ce que j'essaye de traduire ici, ce que je vous dis, c'est que il faut bien qu'on comprenne ce que c'est que la guerre moderne. La guerre moderne, c'est effectivement des armes. Et Israël, comme le dit un militaire qui était un ancien militaire et qui dit non mais arrêtez de vous moquer de nous, est-ce que il disait ce joke, c'est une plaisanterie de penser que nous, Israël, pour aller à Gaza, on aurait besoin des armes américaines. Il dit mais c'est pas ça le problème, nous c'est pas ceci, il y a autre chose dans cette équation-là. Et cette équation-là, c'est la manifestation sur le plan du discours, sur le plan de, si vous voulez, la traduction en discours politique de ce qui se passe. Israël est victime, a le droit de se défendre. À partir du moment où vous avez dit ça, vous avez des éléments de langage qui vont être toujours les mêmes. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre? Est-ce que vous condamnez les civils? Est-ce que vous comprenez qu'Israël a le droit de se défendre? On a trois questions sur une séquence extrêmement courte qui coincent votre interlocuteur et qui expliquent que les États-Unis, à partir d'un certain moment, vont rentrer dans la deuxième phase de propagande et qui est d'accepter la propagande israélienne, à savoir, par exemple, quand l'hôpital a été bombardé, de dire nous avons les preuves, mais quand les États-Unis ont les preuves, il faut y regarder à 18 fois. Ils avaient les preuves des armes de destruction massive en Irak. Bien sûr qu'ils avaient les preuves. Et ça a valu combien de morts, ceci? Des dizaines et des centaines de milliers de morts. Quand le très beau démocrate et très gentil Bill Clinton décide, avec Madeleine Albright, de faire un boycott en Irak, c'est 500 000 morts.
c'est 500 000 morts, on parle, c'est voilà, c'est ça aujourd'hui qu'il faut aussi comprendre du point de vue, et puis même notre silence hein, aussi, il faut le dire sur le plan international, parce que beaucoup nous disent, vous êtes extrêmement expressif quand il s'agit de la Palestine, vous l'êtes moins quand il s'agit de la République démocratique du Congo ou quand il s'agit des Ouïghours en Chine. Non, il ne faut pas qu'on fasse de différence. La vie d'un Palestinien, elle vaut la vie d'un Ouïghour, elle vaut la vie d'un Africain. On n'a pas de souci avec ça. Comme la vie d'ailleurs d'un Juif et d'un Israélien. J'ai bien dit d'un Juif et d'un Israélien, c'est-à-dire n'importe quel Juif qui est victime de n'importe quelle exaction parce qu'il est Juif et qu'on est antisémite et qu'on le lui fait par la haine du Juif. C'est inacceptable, on n'acceptera pas. Et le sioniste et même le civil, l'innocent qui est en Israël, eh ben, on le condamne de la même façon. Et dès qu'on a dit ceci, on continue à être cohérent dans notre condamnation, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de différence avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qu'on a accepté d'une certaine façon de soutenir à la réponse ukrainienne à l'agression russe et on ne soutiendrait pas la résistance palestinienne face à l'agression, à la colonisation israélienne. Donc, de ce point de vue, il faut effectivement qu'on comprenne que la situation est extrêmement difficile, que s'il y avait un soutien plus effectif, parce que bon, il y a des voix qui parlent, aujourd'hui on entend, je veux dire, ceux qui sont le plus expressifs, c'est quand même absolument fou, c'est les latino-américains, c'est l'Amérique du Sud, c'est la Colombie, c'est la Bolivie, c'est le Chili, c'est le Pérou, ils se sont tous exprimés, ils arrêtent leurs relations, et puis vous avez les Émirats arabes unis qui disent non, non, nous on ne remettra pas en cause notre accord bilatéral avec Israël. Je veux dire, chercher l'erreur ou On trouver a, le traître. on a aussi, je me faisais la réflexion aussi sur le Qatar qui, d'un côté, menace Israël, d'un côté, ne rompt pas ses liens diplomatiques avec Israël, mais d'un autre côté aussi, euh, héberge les représentants du Hamas, Smaïl Haniyeh et j'ai perdu son nom. Khalid Khaled Meshaal, Meshal. donc Khaled Khaled Meshaal, Meshal, oui. exactement. Ouais. Donc c'est un peu contradictoire. En fait, on a des prises de position de la part de la plupart des gouverneurs qui ne sont pas compréhensibles, qui ne sont pas compréhensibles. C'est vraiment contradictoire dans leur discours et et dans les faits. Mais vous savez, c'est très intéressant, c'est une très très bonne remarque et c'est une très bonne réflexion parce que quand à vue d'œil, on a la perception qu'il y a contradiction, c'est qu'il faut dépasser la vue d'œil pour entrer dans l'analyse de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire la vue d'œil, on se dit, non mais attendez, puis c'est ce qu'on entend, hein, je veux dire, ce qu'on entend par exemple. Je veux dire, les plus grands alliés régionaux du Qatar sont les États-Unis, sont la France, sont l'Angleterre. Ils sont alliés, je veux dire, économiquement, géostratégiquement. Ils ont des accords, ils en ont même fait, ils en ont même rajouté des accords après le boycott russe par rapport au gaz et par rapport au pétrole. Donc on a une relation qui est connue, ce sont des alliés. On sait aussi que le Qatar, bien avant d'ailleurs l'Arabie saoudite, bien avant les Émirats arabes unis, avait déjà des relations officielles et officieuses, disons officieuses pour ne pas dire officielles, avec Israël. Tout ceci est connu également, quand vous regardez, on le sait. Maintenant, en même temps, vous avez un État qui est un allié objectif et dans la rhétorique médiatique et politique. Mais ça, il faut qu'on comprenne bien une chose. C'est-à-dire qu'en Occident, c'est une façon dont on a toujours eu de travailler avec les Arabes, si je puis dire, et en particulier avec les États du Golfe. C'est-à-dire qu'on a des alliances objectives, on a des alliances financières et économiques, on a des alliances militaires et on a des alliances géostratégiques. Mais à côté de ceci, en Occident, on laisse les médias faire un travail de propagande et de critique de ces États-là. Et ça leur donne un double pouvoir aux États occidentaux en disant regardez ce que disent les médias et donc ça les fragilise. Donc pour pouvoir, regardez ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde, pour pouvoir se sortir de la couverture médiatique qui critique l'État, il faut que ça pousse le gouvernement et ça met l'État dans une situation de vulnérabilité médiatique et donc de soumission politique. Vous comprenez un tout petit peu comment les choses se passent. C'est un jeu extrêmement habile, mais ça, il est connu depuis longtemps. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné avec les Arabes, qui ont très peur de leur réputation, très peur de fait qu'on les critique et qui vont entrer dans une espèce de rapport diplomatique avec
si vous voulez, de compromission diplomatique en même temps que la collaboration économique et géostratégique, parce qu'en Occident, on joue avec les deux mains. De la main droite, on fait de l'économie, de la géostratégie, on vend des armes, et puis de la main gauche, on laisse nos propres médias critiquer l'État avec lequel on collabore. Comme ça le fragilise. Vous comprenez cette idée? Et donc là, avec le Qatar, vous avez quelque chose d'encore beaucoup plus fin. Et c'est encore beaucoup plus fin parce que ce qu'ont fait les Américains, et avec eux dans leur collaboration circonstanciée, parce qu'à partir des années 50, et la France et l'Angleterre perdent un peu pied, et c'est les États-Unis qui mènent un tout petit peu la danse, même si maintenant il y a des collaborations tout à fait reconnues. Eh bien, ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est de comprendre que le Qatar, son rôle dans la géostratégie régionale, ça va être de faire ce que les autres ne vont pas faire. En fait, ça va devenir l'espace, mais ceci en accord avec les Américains, pas contre les Américains, pas contre les Européens, dans lesquels on fait venir les opposants des différents régimes et avec lesquels on va discuter là-bas. Parce qu'on ne peut pas discuter à Londres, on ne peut pas discuter à Washington, donc on discute à Doha. Et on discute à Doha, et donc ils sont en même temps accueillis qu'ils sont surveillés. C'est autant on les protège qu'on les surveille. Et autant on discute avec eux parce que ça permet d'être une plateforme. Ça a été fait avec les frères musulmans, ça a été fait avec les talibans, ça a été fait avec l'Iran. C'est là-bas que ça se passe. Mais encore une fois, comprenez que ce n'est pas forcément parce qu'ils sont des alliés, mais parce que c'est un espace. Et qui va là-bas? Qui va au Qatar? Eh bien, les Américains et les Anglais et les Français et tous ceux qui ont besoin de discuter. Donc, c'est un espace, donc c'est pas du tout contradictoire. C'est pas parce qu'ils les soutiennent, c'est parce qu'ils les accueillent. Et accueillir n'est pas soutenir. Accueillir, c'est se donner la possibilité géostratégiquement d'avoir un rôle de diplomatie, de pouvoir discuter avec les uns et avec les autres. Parce que si c'était effectivement soutenir, eh bien, les choses ne se passeraient pas de cette façon-là. Donc, ils ne les soutiennent pas, ils les accueillent. Et ils les accueillent parce qu'en accord avec les États occidentaux, c'est l'espace où on les contrôle, où on le discute, et en même temps on les laisse parler, parce que plus on les laisse parler, plus ça donne la possibilité ou l'impression qu'ils sont dans un type de rapport aux libertés. Mais quand à un moment donné, ça ne va pas, comme ça s'est passé il y a de cela 7 ans, eh bien, on a demandé à tous ceux qui étaient les élites des frères musulmans de quitter le pays. Ils se sont retrouvés en Turquie. Ils ont dû quitter le pays séance tenante parce que c'était un accord de bonne relation et de bonne intelligence. Donc, il ne faut pas être naïf maintenant. Il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant parce que la vraie contradiction, elle n'est pas dans le jeu qatari. La vraie contradiction, elle est dans le double jeu occidental. D'un côté, on collabore, on a des armées, on vend des armes, et puis on collabore, et de l'autre côté, on laisse les médias et certains intellectuels propager des images extrêmement négatives. Plus que ça encore, c'est qu'on le sait, c'est qu'on joue de la division. Moi, à un moment donné, on m'avait même demandé de prendre position par rapport au conflit entre, d'un côté, le Qatar et de l'autre côté, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et puis dans ce débat qui a eu juste, c'était 2 ans avant la Coupe du Monde, et c'était en 2000, non, c'était en 2017, 2018. Je dis, mais non, mais en fait, il n'y a pas à prendre parti parce que vous êtes les deux entre les mains de la même autorité, en fait. Cette dispute, elle est voulue à Washington, pas ici, elle est même entretenue parce que dans votre dispute, il y a votre fragilité et vous comprenez bien que dans ce rapport qu'il y a maintenant, les Émirats arabes unis, leur service de renseignement, leur propagande, elle est exactement alignée sur la propagande israélienne. Je veux dire, ils disent exactement la même chose par rapport à leurs opposants, ils disent exactement la même chose par rapport au soi-disant islam politique, alors que eux, de ce point de vue-là, en termes d'expression d'islam politique, eh bien, on pourrait en discuter parce qu'ils en sont la traduction la plus hypocrite, parce qu'ils ont l'islam politique qui réprime et ils cachent derrière l'islam politique la corruption qu'ils répandent. Donc, à partir de là, si vous voulez, à nous de comprendre, au-delà de la perception des contradictions, quel est le jeu auquel nous assistons et qui est très pernicieux et très pervers. Alors, j'avais aussi une petite question pour revenir à l'impuissance de ces pays arabes. Est-ce que on pourrait
est-ce qu'on pourrait penser que ces pays arabes ont peur de tomber dans un piège, sachant qu'ils ont été réunis au Caire par la volonté du roi du Maroc, Mohamed VI? Est-ce qu'on pourrait dire que ces gouverneurs arabes, en plus d'être à la merci des Occidentaux et des Américains, n'auraient-ils pas peur de tomber dans un piège comme celui de la guerre des 6 jours? Ou sont-ils pas Alors prêts? tout ça, vous savez, tout ça, ce serait cohérent s'ils avaient les coudées franches, s'ils pouvaient aller de l'avant et que s'ils pouvaient y aller. Il faut faire attention. Je veux dire que depuis maintenant, en tout cas un siècle, les Arabes ont appris avec pas mal d'élégance la force du verbe et le caractère inoffensif de l'action. Alors, s'ils avaient l'écouté franche, oui. C'est-à-dire, ils se disent, on se réunit, et puis peut-être que, attention, là, on peut tomber dans un piège, peut-être que tout ceci est mené est un piège. D'ailleurs, encore une fois, vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux interprétations par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire l'interprétation qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est mis en place par le Hamas et qui, de ce point de vue-là, a été engagé de façon une vraie opération, et puis d'autres qui mettent en évidence, certes, il y a eu une bonne opération, une vraie opération, mais les autorités israéliennes le savaient, ils l'ont laissé faire pour qu'on puisse avancer de ce point de vue-là, pour deux raisons. D'une part, pour pouvoir se permettre d'intervenir beaucoup plus fortement à Gaza, mais également parce qu'il y a de nouveaux minerais, de nouvelles ressources qui ont été trouvées dans la région et auxquelles on peut avoir accès uniquement par Gaza. Donc il y aurait un calcul économique et un calcul lié à des ressources nouvellement connues. Ça, je n'ai pour ma part pas d'opinion définitive là-dessus. Je pense que ceux qui pensent que ça a été totalement fait, voulu par le Hamas ont des arguments, d'autres qui disent attendez, il a quand même été prévenu et il a laissé faire, et que, je veux dire, le même militaire qui parlait des Américains, et que j'ai posté d'ailleurs sur les réseaux, mettait en évidence, mais attendez, comment est-ce que possible que quand il y a quelqu'un qui a dans sa demeure une connexion Internet qui l'amène à une expression qui pourrait être en soutien avec Palestine, les séances tenantes convoquées et interrogées par les Israéliens, et tout à coup là, on n'aurait pas vu ça, on n'aurait pas vu venir tout cela. Ces questions sont posées. Mais par rapport à votre question, si effectivement ils peuvent avoir cette interprétation, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être effectivement, tout ceci est peut-être un piège dans lequel on veut nous faire tomber. Moi, je n'y crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont déjà pris au piège avant même que le piège ne s'ouvre, en fait. Ils sont piégés, eux, déjà, si vous voulez. C'est-à-dire que vous dites, si on y va, on va faire. Non, non, ils sont déjà piégés. Ils sont déjà les pieds et les poings liés. Ils sont déjà dans une impuissance à réagir. Et je vous dirais d'une certaine façon qu'il y en a pour lesquels ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire ils ont déjà vendu la Palestine, ils ont déjà laissé. Et il faut entendre quand même ces voix de femmes et d'hommes en Palestine qui disent mais on n'attend plus rien de vous. On n'attend plus rien de vous. Nous, on est avec Dieu, on se remet à lui, on n'attend plus rien de vous parce que vous nous avez laissé tomber. Quand je vois ce Morataz, le journaliste qui, au prix de sa vie, est en train de faire des reportages et puis qui est épuisé et puis qui dit mais vous nous avez laissé tomber dès le 8 en fait, le 8 octobre. Et puis après, il se reprend et dans une autre vidéo, il dit mais non, ça fait des décennies en fait que vous nous avez laissé tomber. Donc de ce point de vue, je pense que la situation, et encore une fois, pour tous ceux qui nous suivent et qui, de ce point de vue, sont choqués par l'attitude des États arabes ou des États majoritairement musulmans, et puis qui peuvent l'être de cette façon aussi par rapport à l'Occident. Encore une fois, tout le processus
qui a commencé depuis la fin du 19e siècle, le 20e siècle, et ce qui est aujourd'hui la réalité de cette région, la réalité de cette division, de cette explosion, de ce trafic d'influence, de cette corruption entretenue, de ce manque de démocratie voulu, en nous disant que la seule démocratie de la région, ce serait Israël, et quand Israël élit en fait des extrémistes, des fous alliés, des gens qui tuent, eh bien, on ne devrait rien dire ni sur le peuple ni sur le gouvernement, parce qu'au bout d'un certain temps, je veux dire qu'il y a des voix aujourd'hui de nouveaux historiens israéliens, de citoyens, quelques citoyens, il y a quand même des gens extrêmement courageux de la communauté juive qui ont des voix extrêmement fortes en disant pas en notre nom, ça ne peut pas être partout dans le monde. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout dans le monde. Et là, on a quelque chose qui est effectivement une parole qui est une parole qu'il faut entendre. Mais à côté de ceci, nous sommes dans une situation où nous devons comprendre que on ne réussira pas uniquement à être des soutiens des Palestiniens uniquement si on est en soutien quand ils se font tuer et que les caméras sont là. Ça, c'est notre grand problème. C'est-à-dire que nous ne sommes là que quand les caméras sont là, mais nous ne sommes pas là dans une compréhension. C'est pour ça que moi, je vais commencer maintenant un vrai travail d'une pédagogie de soutien et de la résistance de là où on est. C'est-à-dire que je vais faire ici sur les réseaux sociaux des petites capsules comme ceci qui sont des vraies réflexions et l'histoire et le vocabulaire et les prises de position. Comment est-ce qu'il faut il faut qu'on s'arme intellectuellement à l'extérieur du conflit pour pouvoir répondre à cette espèce de propagande Mm. mensongère Mm. à ces processus qui sont absolument intolérables et qui sont véritablement qui corrompent les esprits en fait. Alors justement, sur cette question, nous qui sommes en France, en Europe, en Belgique ou autres territoires, en Espagne, partout en Europe, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, nous qui n'avons pas l'impact d'un gouvernement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le boycott pour vous est une bonne chose? Alors écoutez, ça c'est une excellente question parce que le boycott, il a été criminalisé en France. Il ne l'est pas à travers le monde. Il faudrait savoir, à un moment donné, il faudrait savoir. Parce que, vous savez, il faut qu'on dise quelque chose qui est extrêmement clair. Je vous l'ai dit et je commence par ceci, viser des innocents, viser des enfants, viser des civils est moralement inacceptable et à condamner. Donc ça n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir. Le Hamas est un mouvement qui est né en Palestine et qui est né en Palestine pour résister à une oppression caractérisée et reconnue par la communauté internationale. Je veux dire encore une fois, s'il y a plus de 50 résolutions et autant de condamnations de la part des États-Unis à usage excessif de la force, expropriation des terres, tuer des civils, refuser aux réfugiés de pouvoir rentrer chez eux, qu'en fait on ait quitté Gaza, et puis la résolution 1860 qui parle de Gaza et qui met en évidence de ce point de vue-là qu'il faut effectivement que ce soit respecté. Quand on a tout ceci, quand on voit tout ceci, c'est bien à partir d'un certain moment que la communauté internationale, que les Nations Unies, eh bien, reconnaissent que cet État dans sa politique est oppresseur et qu'il ne respecte pas le droit, on l'a dit. Une fois qu'on a dit ceci, une fois qu'on a compris que de ce point de vue, on est dans un processus qui est lié au déni de droit. D'accord. Et donc, ce déni de droit met en évidence le fait que vous avez d'un autre côté un peuple qui est colonisé, qui est réprimé, dont on a volé les terres et dont on continue à répandre les colonies avec des colons qui sont pour certains des extrémistes et qui sont armés. Bon, ça, ce sont des choses de ce point de vue-là qu'il faut que l'on sache. Une fois que l'on a cette image générale, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais the big picture, c'est-à-dire le grand angle, la vision globale de l'ensemble. Ce qui est extrêmement important pour nous, ce qu'on doit faire, comment on doit se positionner par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, parce qu'on on a des États qui ont
finalement décidé de suivre les gouvernements israéliens, de ne pas dire la vérité, de les soutenir. Eh bien, nous, ce qu'il faut qu'on dise, écoutez, regardons un tout petit peu ce qu'a fait Hamas depuis le début. Ils ont résisté dans un premier temps à leur création en 1987 à une répression qui consistait effectivement à briser les enfants. Ils avaient des pierres, ils étaient en face de tanks. Exactement l'image que vous avez et qui a été célébrée à travers le monde. Souvenez-vous de celui qui était sans armes, ce jeune garçon qui était sans armes et qui s'est retrouvé devant un tank à Tiananmen. Ça a été la résistance à la répression russe. On en a fait le symbole de la résistance. Les enfants en 1987, eh bien, ils résistent de façon avec les armes qu'ils ont sous les mains. Qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? On a dit ils ne sont pas humains, ces Palestiniens, parce qu'ils mettent leurs enfants, et ces enfants-là, ils les mettent comme boucliers humains. C'est la preuve qu'ils sont portés par le mal et qu'ils sont, de ce point de vue, l'expression du mal. Donc, quand ils ont fait ceci, ils étaient le mal. Quand ensuite ils ont essayé de résister par les armes, on a dit que c'était des terroristes. Quand ensuite ils ont essayé la négociation et les élections, on a dit que c'était des extrémistes. Quand ils ont gagné les élections, on a puni le peuple. Quand ils ont essayé de faire une résistance pacifiste, on a dit que c'était en fait un moyen pour eux de pouvoir perpétuer. Donc, on n'a même pas reconnu. Donc, tous les moyens qu'ils ont utilisés ont été considérés comme soit pervers, soit terroristes, soit extrémistes. Toutes les stratégies. Et donc, encore une fois, j'aimerais dire simplement pour qu'on se rappelle, parce que pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ceci quand on parle du boycott? C'est qu'à partir du moment où une organisation, elle a des stratégies sur le terrain, une organisation de résistance, elle a des stratégies, et on en a pour preuve, et je le répète souvent, regardez la résistance au nazisme et ceux qui résistaient à la collaboration en France. Ils avaient plusieurs stratégies et plusieurs moyens. Est-ce qu'à des moments donnés, ils s'en sont pris à des civils? Oui. Est-ce qu'on a dit que c'était des organisations terroristes? Non. On a dit que c'était des résistants avec parfois des opérations de type terroriste. C'est exactement ce qu'a fait Hamas de ce point de vue-là. Et ce pourquoi aucun des pays du Sud et beaucoup de pays dans le Nord même ne disent pas qu'ils sont des terroristes. Ils disent qu'ils condamnent un acte terroriste, mais ça n'en fait pas une organisation terroriste, comme de ce point de vue la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y en a encore qui sont les derniers survivants à cela, qui étaient impliqués, je veux dire, dans les discussions que moi j'ai pu avoir avec Stéphane Hessel, quand il parle du Hamas, lui-même dit mais non, je veux dire, eux, ils étaient prêts à discuter et ils disaient même c'est Israël qui ne veut pas. Et à un moment donné, on est devant cette situation aujourd'hui et nous, qui ne sommes pas sur le terrain, qui n'avons pas à choisir les armes de la résistance qui sont décidées par l'oppresseur et non pas par l'opprimé. Et l'oppresseur, il utilise des tanks, des drones, des bombes et l'exécution sommaire. Donc la résistance, c'est elle qui décide. Nous, de là où nous sommes, il nous est amené à faire ce que moi j'ai appelé pendant des années quand j'étais plus jeune par rapport à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire effectivement le boycott. Le boycott qui est une arme non violente de résistance à une politique violente. Et tout à coup, je veux dire, quand on boycotte, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous êtes des soutiens des terroristes. Non, mais attendez. Je veux dire, quand on a soutenu par le boycott de l'Afrique du Sud, ça veut dire qu'on soutenait Mandela, on soutenait le terrorisme. Et là, maintenant, tout à coup, ça deviendrait le soutien au terrorisme, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est coincé. Aujourd'hui, c'est même dans le soutien aux Palestiniens, on dit non, 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 c'est pas Israël contre la Palestine, c'est Israël contre Hamas. Et il dit, ah bon, c'est Israël contre Hamas, et qu'en est-il dans Cisjordanie? Ah non, 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 mais vous jouez sur les mots, mais non, c'est pas nous qui jouons sur les mots, c'est vous qui restreignez la géographie, c'est vous qui restreignez l'angle pour pouvoir, avec votre vocabulaire, nous coincer.
Mais nous ne sommes pas dupes. Donc aujourd'hui, la résistance et le boycott par rapport à un certain nombre de produits, par rapport à un certain nombre de discours, par rapport à certaines émissions de télévision. Non mais attendez, je veux dire qu'il y a des émissions de télévision, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. À un moment donné, il faut que ceux qui nous suivent ici ils comprennent. Il y a des émissions, il ne faut plus les regarder. Il y a des émissions. Et en plus, quand on ne les regarde plus, on dit attention, soit vous êtes terroriste, soit vous êtes antisémite. Non mais attendez, je veux dire, ne plus vouloir regarder les bêtises d'Anouna, c'est être antisémite. Mais non, je veux dire, c'est parce qu'on aime les juifs qu'on ne veut pas qu'un imbécile les représente. C'est peut-être ça aussi qui est peut-être le plus important, c'est qu'à partir d'un certain moment, c'est son degré diminué d'intelligence politique qui fait qu'on n'a plus envie de le regarder, de ce positionnement très très hypocrite qu'il a. C'est pas contre le judaïsme, c'est contre la bêtise, c'est contre la propagande, c'est contre le mensonge et l'hypocrisie. C'est de cela dont il s'agit. Donc à partir d'un certain moment, que ce soit des émissions de télévision, que ce soit des produits, que ce soit des assurances, que ce soit des collaborateurs, que ce soit ceux qui, par exemple, comme Carrefour, préparent des sacs de nourriture aux militaires israéliens qui vont partir et qui vont tuer des innocents, on va leur dire non, 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 c'est pas en notre nom, et pas avec notre argent, et pas avec notre silence, et pas avec… Voilà, et ça ne fera pas de nous ni des antisémites, ni des terroristes, ça fera de nous des gens dignes. Des gens dignes qui, avec leurs moyens non violents, décident où ils mettent leur argent, où ils mettent leurs yeux, où ils mettent leur corps et comment ils réagissent. C'est ça un boycott. Un boycott, c'est ce qu'il reste à une conscience humaine qui refuse la déshumanisation pour savoir ce qu'elle fait de ce qu'elle est, de ce qu'elle a, de ce qu'elle regarde, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle boit et de ce avec quoi elle organise sa vie. C'est aussi simple que ceci. Donc évidemment, maintenant qu'en France on l'est, ou même dans certains pays européens, mais c'est essentiellement en France qu'on est criminalisé ceci, comme maintenant on est en train de criminaliser les manifestations en disant ben, quand vous manifestez pour les Palestiniens, vous soutenez le Hamas, et vous soutenez le terrorisme, et donc si vous soutenez le terrorisme, c'est une apologie et vous allez être fiché S, mais de qui se moque-t-on? Je veux dire, de quelle conscience française? Vous êtes une insulte à la résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que vous faites est une insulte à la résistance française. Vous insultez votre histoire en insultant les hommes et les femmes qui refusent la déshumanisation des Palestiniens et qui refusent de tomber dans le piège de Netanyahou et des extrémistes israéliens aujourd'hui. C'est vous qui insultez votre mémoire. Nous, on en est la dignité parce qu'on est sur la même ligne. Comme on aurait été avec les résistants hier contre les nazis, nous sommes aujourd'hui avec les résistants contre des politiques déshumanisantes, indignes. Voilà ce qu'il faut mettre en évidence. C'est aussi ça le discours qui est le plus important aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour terminer, Monsieur Ramadan, une dernière question. Comment peut-on réveiller les Français autour de nous, par exemple nos collègues de travail, nos amis, nos voisins, sur ce conflit? Alors ça, c'est très très important parce que ça fera partie justement de cette pédagogie du soutien de la résistance que je vais lancer. Je pense cette semaine, je vais en faire quelque chose d'un tout petit peu pédagogique et de synthétique. Mais la question, elle est essentielle parce que, encore une fois, je veux dire qu'il faut que nous disions les choses très clairement. Est-ce que vous soutenez les Palestiniens parce que vous êtes musulman ou parce que vous êtes arabe? Non. Nous soutenons les Palestiniens comme nous soutenions toutes les victimes. C'est pour ça que, par exemple, je répète que j'étais dans un colloque, un congrès africain et un Africain de la République démocratique du Congo, qui est un chrétien, me disait « Oui, mais moi j'en ai marre parce que d'une certaine façon, on est tout le temps en train de parler des Palestiniens, mais nous, les millions de morts qu'il y a eu au Congo, personne ne dirait. » Il a raison. Il a raison. Première des choses, il a raison parce qu'il ne faut pas que nous ayons les consternations sélectives. Et il faut que nous soyons dans une ligne extrêmement cohérente. Si nous voulons être entendus par nos concitoyens ont un droit sur nous. C'est celui de la cohérence. C'est celui de la dignité dans la cohérence. C'est celui de la dignité dans la cohérence et dans la réflexion. C'est celui de la parole élevée
pas simplement quand ça nous concerne, mais quand ça concerne tous les êtres humains. Parce que si nous sommes des frères en humanité, il faut que quand l'humanité est blessée, nous soyons la frère de ceux qui sont blessés. Et non pas simplement ceux qui sont de notre couleur ou ceux qui sont de notre religion. Ça doit être un principe premier. C'est le principe de base. Et quand on parle comme ceci, on met en danger tous ceux qui aimeraient nous mettre dans le communautarisme ou nous classer dans une partie. Non, non, nous, on n'a pas ceci. On sera avec toutes les victimes sur la terre. Premier élément, c'est cette attitude-là, qui consiste à avoir une cohérence dans le propos, une cohérence dans l'engagement. Premier principe qui est ce positionnement général, ce positionnement fondamental, ce positionnement pratiquement transcendantal. Parce que si nous sommes croyants et que l'on soit de tradition musulmane et qu'on reconnaisse la croyance chrétienne, la croyance juive, parce que nous sommes des frères en humanité, mais nous avons, nous, dans notre tradition, la reconnaissance qu'ils sont des gens du livre, donc nous sommes de la même tradition spirituelle, et nous reconnaissons de ce point de vue-là tous